Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai revu la vidéo de Robert Bourgi, l'émissaire français qui, depuis des années, faisait le lien entre la France-Afrique, c'est-à-dire entre beaucoup de pays africains et la France. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la France avec une influence grande sur l'Afrique. Et on se rend compte également que aujourd'hui, clairement, les jeunes ont compris l'impact de la France en Afrique. Et la nouvelle génération, même des présidents, ont compris que les Africains ont compris ça, ils ne veulent plus de ça. On va écouter son interview qu'il y a eu sur Brut, où il parle de la France-Afrique. C'est vrai, je suppose que peut-être tu as déjà vu cette interview-là. Moi, je l'ai revu encore une fois hier et ça m'a encore touché. Et comme je n'ai pas fait de vidéo dessus, pour moi, c'est important que je fasse une vidéo là-dessus. Écoutons sa vidéo, je vais essayer d'aller rapidement sur la vidéo et on se prend juste après pour un commentaire. Il faut souhaiter la fin définitive de la France-Afrique. Celle dont j'ai été le témoin, dont j'ai été l'acteur et dont j'ai été le complice. Ça fait beaucoup de choses négatives. Je suis Robert Bourgi, 79 ans, acteur et témoin de la France-Afrique, et je suis heureux d'être sur votre plateau. Dans vos mémoires, vous racontez comment vous avez joué les intermédiaires entre les dirigeants africains et Jacques Chirac pour le financement de ses campagnes électorales. Pourquoi avoir accepté cette mission? Monsieur Chirac, en 81, avait fait de moi le rouage essentiel. Bien sûr, le reproche m'en a été fait, à juste titre, mais aussi à tort. Pourquoi avoir accepté? Il m'était difficile, moi, professeur de droit, en coopération à Abidjan, de dire à monsieur Chirac, ancien Premier ministre de Giscard d'Estaing, maire de Paris, de lui dire non, monsieur le maire, je ne veux pas. Il m'était difficile. Alors je l'ai fait. J'ai accompagné les émissaires. Robert Bourgi, si c'était à refaire, vous le referiez? Je ne referai absolument pas ce que j'ai fait pendant 40 ans. Je ne le referai absolument pas. Pourquoi? Parce que, d'abord, j'ai mûri, j'ai vu des choses, j'ai voyagé à travers tous les pays africains. Souvent, je me disais, Robert, tu as été chargé d'accompagner un émissaire qui avait 10 millions d'euros, 5 millions d'euros, ça aurait fait des puits, ça aurait fait des écoles, ça aurait fait un dispensaire, ça aurait servi à quelque chose de plus utile pour les populations. Je ne l'aurais fait jamais. Et c'est pour ça que je demande très humblement à mes frères africains, je me considère comme des leurs, de ne pas le refaire. Ça ne sert à rien de financer les hommes politiques de l'ancienne puissance coloniale. Ça ne sert à rien. C'est de l'argent, comme on dit en Afrique, gâté complet, mais il vaut mieux éviter de faire ce que j'ai vu faire par leurs aînés. C'était quoi l'intérêt pour eux? Ils le faisaient par amitié, véritablement par amitié et par respect pour les leaders politiques. Mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que c'était un investissement sans aucun rapport pour eux. Il n'y a pas de retour pour eux. La seule garantie au grand moment de la France-Afrique, c'était d'être maintenu au pouvoir parce qu'il y avait des bases militaires, des accords de défense. Mais en fait, les chefs d'État africains, je le dis, c'était de grands naïfs. Ils n'auraient jamais dû le faire. Et ils auraient mieux fait de consacrer ces millions d'euros, ces millions de dollars qu'ils ont donnés par dizaines de millions, ils auraient mieux fait de les consacrer à construire des hôpitaux, des dispensaires, des crèches, des établissements d'enseignement, des routes, des infrastructures. Mais cela n'a pas été fait. C'était de l'argent jeté en l'air, véritablement. Pourquoi raconter ça aujourd'hui? En 2009, au début de l'année 2009, le président Omar Bongo, il m'a dit « Fiston, tu as... » Comme il m'appelait, et moi je l'appelais papa, il me dit « Fiston, tu sais tout ce que j'ai fait pour les hommes politiques de droite et pour les autres depuis 40 ans. Depuis quelques années,
je sens que l'accueil qui m'est réservé en France est de moins en moins chaleureux. Parfois, je cherchais à voir Jacques Chirac au téléphone, on ne me le passait pas, ou j'avais difficilement des rendez-vous. Mais ça n'est pas grave. Je te demande une seule chose. Je ne vais pas tarder à partir. Je lui dis, papa, pourquoi parlez-vous comme ça? J'espère que vous allez tous nous enterrer. Il me dit, fiston, je suis très mal. Et il est parti d'ailleurs en juin 2009. Et il m'a dit, je voudrais qu'un jour tu sois ma mémoire et que tu puisses tout révéler de ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai fait. Mais seulement lorsqu'en 2011, dans le JDD, j'ai fait de grosses révélations, la planète médiatique m'était tombée dessus et les chefs d'État africains que j'avais servis depuis des décennies m'ont tourné le dos. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui lui prend, Robert, notre frère, notre ami, notre confident, notre conseiller, qu'est-ce qui lui a pris de raconter tout cela, de déballer? Seulement, ils n'ont appris que, en même temps que vous tous, pourquoi j'avais fait ces mémoires. C'est la promesse que j'avais faite au président Bongo, mourant. Vous racontez aussi dans le livre le dernier contact que vous avez eu avec Laurent Gbagbo. J'ai dévoilé dernièrement le dernier contact que j'ai eu avec Laurent Gbagbo depuis le bureau du président de la République française, où j'ai essayé de solliciter du président Sarkozy qu'il admette que Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Pour vous, il avait gagné? Non seulement pour moi, mais nous savions en France qu'il avait gagné les élections. Mais le président Sarkozy avait obtenu un mandat des Nations Unies pour faire respecter les résultats proclamés par la CENI, alors que le Conseil constitutionnel ivoirien avait déclaré Gbagbo vainqueur. Et c'est là que le président Sarkozy a prononcé ce mot, vitrifié. Je vais vitrifier Laurent Gbagbo. Il a dit qu'il a vitrifié Laurent Gbagbo. Il l'a dit dans son bureau. Et pourquoi voulez-vous que je mette dans la bouche du président de la République française des mots qu'il n'a pas prononcés? Le livre, il est sorti il y a 2 mois. Vous avez vu un seul démenti de mes propos? Personne. Personne, parce que je ne dis que la vérité. Je ne dis que la vérité. Mais aujourd'hui, quelques années après, j'ai tenu à ce que la vérité sorte. Pourquoi? Parce que je trouve que on n'a pas laissé Laurent Gbagbo gouverner comme il avait l'intention de gouverner la Côte d'Ivoire. Et moi, je dis haut et fort que ce serait une faute majeure de laisser le président Ouattara interdire au président Gbagbo d'être candidat aux élections de novembre 2025. Parce que la Côte d'Ivoire paierait un prix très fort, un prix fait de sang et de violence, si cela devait aller jusqu'au bout. Que pensez-vous de la nouvelle génération des dirigeants africains? C'est un autre monde. D'ailleurs, dans quelques prestations que j'ai faites dernièrement, j'ai salué l'irruption des militaires au Niger, au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. La faillite du pouvoir civil, copie conforme des anciens présidents, a fait en sorte que pour sauver le pays, il ne fallait que les militaires. Et moi je trouve que, ma foi, ils se débrouillent bien, les militaires. Il ne faudrait pas leur tourner le dos. Et vous me parlez de mon pays natal, Diomaye Faye et Ousmane Sonko. J'étais conseiller et un ami, un frère de Macky Sall. Mais j'ai salué l'arrivée de ces jeunes à la magistrature suprême. Et ils représentent aujourd'hui les aspirations de la jeunesse sénégalaise. Au Sénégal, la population est constituée de 70% de jeunes qui n'ont plus rien à voir avec les schémas politiques de leurs aînés. Vous savez, c'est un monde nouveau. Et il faut que la France s'adapte. Et ce que les Africains ne supportent plus, c'est l'arrogance. L'arrogance du président Macron. Quand il s'adresse à ses pairs africains, c'est comme s'il s'adressait à des étudiants. Voyez, s'il tourne le dos à la France, dans certaines républiques, c'est par la faute des dirigeants politiques français. Et c'est tout.
Combien de chefs d'État africains vous avez fréquenté? Vous avez une idée? Une vingtaine. Au plus près. Une vingtaine de chefs d'État? Ah oui, au plus près. Il m'est arrivé de rentrer dans la chambre du président Mobutu, du maréchal Mobutu au Zaïre, à Gbadolité, comme il m'est arrivé de m'asseoir à sa demande dans le fauteuil qui était le sien dans l'avion présidentiel. Ce que on ne s'assoit pas dans le fauteuil du chef. Ça m'est arrivé à Dakar, ça m'est arrivé au Zaïre, ça m'est arrivé bien entendu au Gabon, ça m'est arrivé en Mauritanie. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait me cloner et faire des Robert Bourgi, mais avec moins de choses désagréables et négatives à son actif. Vous voyez? Désagréable, c'est-à-dire? J'ai souvent été un connaisseur de choses pas très honnêtes, pas conformes à la morale humaine. Gardons ça pour le tome 2. On vient à l'instant, nous venons à l'instant d'écouter Robert Bourgi qui parlait de la façon dont les présidents africains faisaient, comment ils prenaient des mallettes d'argent qu'ils envoyaient en France pour corrompre, pour rester au pouvoir. Il parlait de l'influence de la France en Afrique. C'est vrai qu'il a fait un livre de ses mémoires où il explique comment la France-Afrique marchait. Et ce qui est bien, c'est que lui-même il dit clairement que les trois pays de l'OAS, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, sont dans un bon cheminement, sont dans un bon chemin, et que la voie qu'ils ont prise est une voie qui va permettre à leur pays de se développer. Il parle également du fait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, le fait que Laurent Gbagbo a remporté l'élection présidentielle et que cette élection a été volée par la France parce que Nicolas Sarkozy à cette époque ne voulait plus de Laurent Gbagbo au pouvoir, parce qu'on savait tantôt que Laurent Gbagbo était un peu contre cette France-Afrique-là. Il fallait mettre son émissaire qui est d'ailleurs toujours au pouvoir, qui est Alassane Ouattara. Et donc, cette interview montre un peu la face cachée, parce qu'il dit clairement qu'il y a le tome 2, il y a le tome 3, donc il y a beaucoup de tomes qui vont sortir pour expliquer un peu la France-Afrique. Vous savez, Robert Bourgi était celui-là qui a dit qu'il a travaillé avec plus de 20 pays africains. Donc vous imaginez bien qu'il connaît bien ce qui s'est passé à l'intérieur, il maîtrise bien de l'intérieur tout ce qui se passe. C'est lui qui était vraiment l'interlocuteur premier entre les chefs d'État français et les chefs d'État africains. Donc il connaît exactement ce qui s'est passé, et je pense que ces tomes qui vont suivre seront davantage meilleurs. En tout cas, on va mieux comprendre l'histoire. C'est vrai que ce monsieur, il faut le dire clairement, je ne peux pas l'aimer parce qu'il a participé à la France-Afrique. C'est clair que même si aujourd'hui il essaie de faire des mémoires, il essaie un peu de revenir sur ce qu'il a fait de mauvais, cela n'empêche qu'il a quand même clairement fait beaucoup de choses de mauvais entre l'Afrique et la France, et il ne peut pas être pardonné pour ça. Et donc ici clairement, les Français se posent la question pourquoi aujourd'hui les Africains ne veulent plus de la France. C'est pour ça d'ailleurs, aujourd'hui les Africains ont compris ce qui s'est passé avant. Beaucoup de chefs d'État à l'époque qui restaient au pouvoir, les dictatures étaient soutenues par la France, par tout l'argent qu'ils envoyaient en France pour la protection. Les pays africains l'ont compris, les jeunes Africains ne veulent plus de ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains ont compris que si on reste dans cette France-Afrique, on ne pourra pas émerger. La France a pillé l'Afrique, et lui me le dit, la France a davantage piller l'Afrique. Donc il est clair aujourd'hui que la France n'a plus tendance que les Africains soient heureux avec eux, ou bien soit fait des partenariats, c'est pas de manière joviale avec eux. Donc aujourd'hui clairement la sortie de Robert Bourgi explique clairement la France-Afrique, explique clairement les dérives de la France-Afrique, explique clairement comment nos dictatures ont été soutenues par la France, explique clairement comment nos chefs d'État africains ont profité de ce bouclier français pour rester au pouvoir pendant longtemps. Même pour le Bio Cameroun, il a profité, bien qu'après il a retourné sa veste devant la France. Il faut le dire vrai aujourd'hui, pour il n'est plus vraiment un ami de la France. Mais pendant longtemps, il a été ami de la France, et c'est grâce à la France également qu'il est resté au pouvoir pendant longtemps. Comme beaucoup de chefs africains, comme le Omar Bongo, comme celui de Centrafrique, comme beaucoup de présidents africains. Donc aujourd'hui, clairement, on doit passer à une nouvelle étape. On doit passer une étape où l'Afrique doit d'abord se libérer. C'est pour ça d'ailleurs que les pays de l'AES veulent d'abord se libérer. Ça veut dire quoi? Commencer d'abord à ne plus avoir des puissances au-dessus de nous qui ne veulent pas qu'on évolue. Les camps militaires, le franc CFA et toutes ces choses-là doivent
disparaître. Ils doivent concrètement disparaître. Maintenant, on doit refaire les partenariats entre pays africains et entre pays africains et les pays étrangers. Il faut qu'on revoie notre politique, qu'on revoie notre dynamisme, qu'on essaie d'aller dans les marchés internationaux, qu'on essaie de négocier nos monnaies, négocier nos marchés premiers, négocier nos ressources naturelles, aller dans les marchés financiers, que ce soit au niveau du CAC 40, ou sur le Dow Jones, au niveau, on doit valoriser nos matières premières, on doit revaloriser le travail, on doit créer de la chaîne de valeur. Oui, clairement, la sortie de Robert Bourgi montre clairement les dérives de la France-Afrique. Ça montre une fois de plus que la France n'a jamais voulu un développement en Afrique et ne pensez pas que c'est aujourd'hui. D'ailleurs, la France est en crise, donc c'est pas aujourd'hui qu'ils vont vouloir que l'Afrique développe, puisque eux-mêmes sont en crise. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Aller chercher ailleurs pour arranger les problèmes. Donc c'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous aider. Donc s'ils l'ont pas fait dans le passé et 60 ans après l'indépendance, c'est pas aujourd'hui qu'ils le feront. Ciao.